Bonjour ou bonsoir. Alors, me revoici encore une fois avec le nain jaune. Bon, ben, c'est un jeu dont je ne voulais pas parler au départ. Eh bien, j'en suis à ma quatrième vidéo. Ouais. Bon, pourquoi? Parce que je parle plus de l'histoire du nain jaune que des règles elles-mêmes, puisque les règles elles-mêmes, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Et puis on les trouve partout. Alors les trois vidéos que j'ai faites, je rappelle vite fait. La première, c'est une vidéo qui donne les règles d'origine. Les règles d'origine, donc c'est un jeu inventé en 1760. C'est l'avant-coureur, l'hebdomadaire L'Avant-Coureur qui nous donne ces règles en 1760. Donc il y a une vidéo là-dessus qui vous montre que ce sont des règles qui sont différentes de celles que l'on utilise aujourd'hui. Et ces règles qu'on utilise aujourd'hui, je le dis aussi dans cette première vidéo, ce sont les règles que l'on peut trouver en 1792 dans le dictionnaire des jeux de Jacques Lacombe. Jacques Lacombe qui a été aussi éditeur de L'Avant-Coureur, mais pas en 1760, avec Pankouk. Très bien. Ces règles sont simplifiées. Les règles qu'on utilise aujourd'hui sont simplifiées et nous allons voir que ça pose un problème de compréhension de l'utilisation du set de carreaux qui est le nain jaune. Bon, ça c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, j'ai établi une chronologie de l'apparition des termes nain jaune et l'Indore au XVIIIe siècle. Bon, donc ce qui m'a permis donc, de mettre en évidence que si au départ le nain jaune en 1760 n'avait pas de tableau, on utilisait 5 cartes de notre jeu qu'on mettait sur la table pour constituer notre propre tableau sur la table. D'ailleurs, pas forcément dans cette configuration-là. Si. Il n'y avait pas de tableau, donc c'est-à-dire que le set de carreaux, c'est le nain jaune. Très bien. Et c'est en 1777 que l'on voit apparaître dans les journaux, dans un journal, on voit apparaître dans un avis, une annonce, qu'on peut trouver à acheter des tableaux de nain jaune en 1777. En 1778, ça c'est très important, c'est la première fois que l'on voit apparaître le terme l'Indore. C'est à Orléans et sont mis en vente des tableaux de l'Indore ou nain jaune, les deux appellations pour le même jeu. Là, à ce moment-là, on ne sait pas comment est représenté le set de carreaux, comment il est figuré dans le tableau. Ce n'est pas indiqué. Cependant, plus tard, on va voir apparaître des figurations, notamment chez Lacombe, où on va voir sous l'appellation l'Indore ou nain jaune, on va voir apparaître une bergère que j'identifierai moi comme Vénus. Alors là, je vous renvoie à la vidéo, je ne vais pas détailler. Hein. C'est en 1792, mais très probablement ça existait avant 1792. Quant à la figuration du l'Indore comme un fou, avec les grelots, un joker, eh bien, celle-ci, et jaune d'ailleurs, va apparaître dans le tableau de l'Indore aussi. Quand? Alors, ça, on peut imaginer très facilement que c'est en 1778, puisque on a vu qu'en 1778 se vendaient des tableaux de l'Indore. Hein, d'accord. Cependant, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que cette figuration pourrait être bien de 1778? Si ce n'est 1778, ça va être pas bien plus tard.
Pourquoi? Parce que il faut reprendre un texte à ce moment-là qui nous donne une indication importante. Alors c'est en 1788, dans les soirées amusantes ou entretien sur les jeux à gages et autres de Huvier de Fontenelle, on trouve écrit un des personnages dit j'ai trouvé un vieux tableau de nain jaune, donc. Et en fait, et la description vient tout de suite. Et dans le milieu se trouve la folie, représentant Lindor, tenant dans sa main le 7 de carreau. Et ce jeu s'appelle Lindor ou nain jaune, 1788. Vous voyez. Donc déjà, on insiste bien sur le fait que l'appellation Lindor ne date pas de 1792, mais elle était déjà présente, on l'a vu donc en 1778, dans les affiches, et son description en 1788. Et attention, c'est qu'il disait c'est un vieux tableau. En 1788, c'était un vieux tableau. Donc on peut penser qu'une dizaine d'années, ça fait 1778. On retombe bien sur nos pieds. Voilà ce que j'avais expliqué. C'est ce que j'avais expliqué sur ce sujet. J'ai aussi fait donc la vidéo de description des tableaux, de leur évolution à travers la période révolutionnaire, les surcharges, etc. Et puis aussi j'ai parlé dans ces 3 vidéos, j'ai dit pourquoi l'appellation Lindor, pourquoi avoir mis la folie avec Lindor, pourquoi avoir mis cette bergère que je pense être Vénus comme représentation. Eh bien, tout cela, je l'explique. Ça doit être dans la 2e vidéo. La 3e, c'est les descriptifs des tableaux. Donc tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, eh bien, je conclus donc que lorsqu'on voit écrit dans Wikipédia, dans beaucoup d'endroits, que le nain jaune a été inventé à la cour du duc de Lorraine, Stanislas, à Lunéville, et qu'il a été inventé par rapport au nain bébé, le nain bébé qui était adopté à la cour par Stanislas. Eh bien, donc ce nain bébé, son nom c'était donc Ferry, Nicolas Ferry. Et donc ça serait, on l'aurait appelé donc le jeu du nain, puis le jeu du nain jaune parce qu'il se mettait en colère, bon, on y reviendra, et ensuite aussi pourquoi, ben voilà, et puis c'est devenu comme ça, le jeu du nain bébé, voilà ce qu'on écrit. Le problème, c'est que la référence que l'on donne plus souvent, c'est un tableau où effectivement, c'est un tableau qui s'intitule le nain jaune de Lorraine. Ben oui, mais sauf que ça, c'est un siècle après. C'est un siècle après. C'est d'ailleurs en plein 19e siècle, milieu de 19e siècle, qu'apparaît ce tableau. Donc ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est un rapprochement tardif, je dirais. Mais je ne dis pas que c'est totalement impossible. Je dis simplement qu'il n'y a pas de référence. On ne peut pas dire que c'est la véritable histoire, puisqu'il n'y a aucune référence de l'époque, d'autour de 1760. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsque la règle est donnée, on n'en parle absolument pas. Et pourtant, en général, on donne des détails. En 1763, le même hebdomadaire va reparler d'ailleurs du nain jaune, de l'existence du nain jaune, mais aussi va parler
des dominos, et ça va être la première référence aux dominos, et là, il va donner des explications. Il va parler du carnaval, etc. Oui. 1763. Mais là, sur le nain jaune, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme référence à Lunéville. Alors, Lunéville, entre parenthèses, je connais très bien, j'y ai passé un an, j'ai fait mon armée à Lunéville en 1700, j'avais dit. Vous voyez, comme quand on vit au milieu des jeux anciens, on finit par s'y resituer. Non. Je ne suis pas si vieux que ça. Non, j'ai fait ça en 1972. Oui. Et voilà, donc j'étais en casernement là-bas, à Lunéville. Puis, et même au niveau de ma famille, Lunéville, par hasard, a été quelque chose où on a retrouvé. J'avais mon grand-oncle qui était dans la résistance, qui est mort fusillé par les Allemands, hein, voilà, à Clermont-Ferrand, et donc il a été lieutenant-colonel à Clermont-Ferrand, mais il était capitaine lorsqu'il était à Lunéville au moment où la guerre de 39-45 a débuté. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'est pour dire que Lunéville, pour moi, ça évoque quelque chose. Voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs cette région, je ne sais pas comment elle est devenue, mais bon. J'ai bien marché à travers tous ces endroits. D'ailleurs, quand je regarde un peu l'histoire de Stanislas, bon, ben, je vais retrouver des lieux où j'ai crapahuté, quoi, comme on dit. Voilà. Donc, c'est vivant. Voilà. Alors donc, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de référence, j'écarte. J'écarte l'origine lunévilloise du nain jaune. Alors maintenant, donc si je l'écarte, il faut bien que ce serait bien que je fasse une autre proposition. Alors je vais la faire, cette proposition, et la proposition, elle est la suivante. C'est qu'il faut reprendre la règle du jeu du nain jaune de 1760. Donc il nous est dit que, eh ben, il a été fait à l'imitation, c'est marqué comme le jeu de la comète. Alors la comète en 1760, c'était un jeu qui avait une grande vogue. Alors, c'était une grande vogue, et notamment Louis XV y avait joué depuis son enfance. Mais en 1760, on était passé dans des règles plus évoluées de la comète, sans que ça bouleverse complètement le jeu d'ailleurs. Le nain jaune est basé sur le jeu de la comète. Mais avant de s'appeler la comète, il s'était appelé la manille. C'est pour ça que dans les académies universelles des jeux, à partir de 1718, vous allez trouver des règles de la manille, aussi appelée comète, en 1718. Elle va devenir le nouveau jeu de la comète. Alors on dit que ça va être en 1752 le plus souvent. C'est vrai qu'on va le retrouver dans les académies des jeux, universelles des jeux. J'en ai une ici, excusez-moi. Ici, je n'avais pas prévu, mais voilà. Dans laquelle on va trouver, voilà. Bon, il y a le jeu de la comète, là, voilà. Ici, c'est le jeu de la comète, voilà. Bon, on va trouver ça dans les académies universelles des jeux, voilà, par exemple celle-ci. 58, celle-là. Bon, eh bien, j'ai trouvé une règle, la même règle, exactement la même, dans une académie universelle des jeux bien antérieure, puisqu'elle est de 1739. Elle est de 1739. Alors, que je regarde encore une chose. En voilà une autre académie universelle des jeux. Alors celle-là, c'est 1730. C'est chez Legras, bon,
c'est ça. Donc 1730, elle n'y est pas. 1739, elle n'y est pas non plus, sauf sur quelques éditions que vous allez trouver sur Google Livres, Google Books. Donc vous allez trouver insérée, alors elle est carrément à la fin du livre, après le jeu de la longue pomme. Et même la partie au départ qui est qui donne toute la liste des jeux, voilà, et bien la table des jeux, a été modifiée de l'édition de 1739 pour pouvoir, sans bouleverser le livre, pour pouvoir ajouter les dernières pages qui contiennent le nouveau jeu de la comète de 1739. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais... Alors maintenant, je peux rien dire de plus sur comment se fait-il que le jeu le nouveau jeu de la comète a été ajouté à l'édition de 1739. A priori, en tout cas, ça a été fait de manière très propre. Hein. Donc, il y a une réédition carrément même de la table des matières. Voilà. Là, je viens de vous parler du jeu de la comète et de la grande vogue du jeu de la comète. Lorsque Louis XV était enfant, donc, il y jouait, c'était appelé la comète, mais aussi la manille. La manille. Et c'est très important, cette appellation manille. Hein, très important, vous allez voir pourquoi. Il s'appelait manille à quel moment? Ben, ça, c'est pas dit, et puis on ne trouve pas de règles antérieures à 1718. Donc, alors, on peut trouver des jeux qui sont de la même famille, comme le hoc-mazarin, par exemple. Hoc-mazarin, on a compris, hein, de quand ça date, voilà. Hein. 1649, 52, au moment des Mazarinades, on en a beaucoup parlé. Alors, c'est le même principe que la comète, sur une partie du jeu, qu'on appelle le hoc, les jeux de hoc. Bon, on continue. Alors, à cette période, on devait l'appeler, s'il est apparu, il est apparu sûrement après le hoc-mazarin, mais avant l'apparition des comètes. Alors, on va citer souvent la comète de Halley. La comète de Halley, je crois bien que c'était 1683. Et donc, c'est à partir de là que Halley a fait des observations et il a postulé qu'elle allait réapparaître selon une périodicité. Et c'est ce qui s'est passé, mais Halley était mort ensuite, hein, par la suite. Bon, là, 1683. Alors, évidemment, la comète de Halley, c'est ce que... Quand on parle comète, on pense comète de Halley. Voilà, c'est clair, c'est net. Bon, voilà. Cependant, c'est probablement pas celle-ci qui a donné l'idée de changer le nom du jeu de la manille en jeu de la comète, mais c'est plutôt, je pense, celle de 1681, c'est-à-dire décembre 80, janvier, février, mars 81. Parce que ça, c'était ce qu'on appelle une grande comète. C'était une grande comète qui était vraiment somptueuse et qui était visible même durant la journée. Et c'est celle-ci d'ailleurs qui a donné lieu à des études, à des plans sur la comète, et de toutes sortes. Est-ce que ça apporte des cataclysmes? Et d'ailleurs, Fontenelle a écrit une courte pièce de théâtre, une courte comédie sur la comète, qui s'appelle La Comète, voilà, où deux
deux fiancés ne peuvent pas se marier parce que le père de la fiancée est astrologue et dit que ça va porter malheur et donc il refuse de donner la main de sa fille au fiancé. Bon, ça je vous dis ça comme ça, mais bon, ça a été écrit et produit en 1681, c'est-à-dire dans l'année de la Grande Comète, et non pas celle de Halley. Bon, ça n'empêche pas que la suivante, celle de Halley, a apparu, peut-être moins spectaculaire quand même, a pu jouer un rôle. Hein. Alors quand est-ce qu'est apparu pour la première fois le nom de comète au niveau du jeu, d'un jeu, sans donner le jeu, hein, sans donner les règles du jeu, puisque les règles du jeu c'est 1718. Alors quand eh ben, je suis remonté donc à 1693. 1693. C'est un recueil de poésie, et donc il y a une poésie qui a été écrite, alors c'est en quelques vers, hein, qui a été écrite par l'abbé Régnier, R-E-G-N-I-E-R, l'abbé Régnier, qui a écrit un petit poème, bon, et dedans il parle d'une partie de comète en 100 points. Or, même la règle de 1718 parle aussi d'un départ pour chaque joueur avec 100 jetons. L'équivalent de 100 jetons. 9 fiches de 10 par exemple et 10 jetons supplémentaires qui vont faire 100. On retrouve ça. Et d'autre part, 100, vous savez, c'est le piquet, ça. Par exemple, on joue en 100 points le piquet. Hein. Eh bien, on verra plus tard que la comète se jouait, il était dit qu'elle pouvait se jouer comme au piquet, même à tourner, etc., à plusieurs. Voilà, donc tout ça, c'était pour vous dire que le nain jaune se référait à la comète, et s'il se référait à la comète, immanquablement, il se référait à la manille, ou ancienne comète. Qui dit manille, dit, mais qu'est-ce que c'est que cette manille? Alors, dans la manille, dans le jeu de la manille, pas celle qu'on a jouée, que les gens jouaient avant la belote, hein, c'est un terme du jeu de l'ombre. Le jeu de l'ombre était en grande vogue sous Louis XIV et même sous Louis XV, en passant au quadrille, en passant au médiateur, le quintille même, la truquerie, et tout ce que vous voulez, le pique-médrie, tout ça, ça fait partie du jeu de l'ombre. Et le jeu de l'ombre est un jeu espagnol. Et le jeu de l'ombre espagnol, il a une particularité, c'est que les couleurs rouges, les cœurs et carreaux, on fait l'équivalent, mais nous, on joue avec les cartes que vous voyez ici, eh bien, sont inversées. C'est-à-dire que le 7 est la plus petite carte, il n'y a que 40 cartes, hein, et le 7 est la plus petite carte, et en montant, on va avoir 7, 6, 5, 4, 3, 2, As, et ensuite Valet, Dame, Roi. Voilà. Alors que dans les cartes noires, on suit une hiérarchie normale. Bon, l'As est à part, mais on commence par le 2 qui est la plus petite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et ensuite on va attaquer Valet, Dame, Roi. Donc, en noir, c'est le 2 qui est la plus petite, en rouge, c'est le 7 qui est la plus petite. Dans la règle du jeu du nain jaune, il nous est dit que le 7 de carreau, on l'appelle le nain parce que c'est la plus petite carte. Alors, est-ce que c'est la plus petite carte du jeu? Alors, si on jouait comme au jeu de l'ombre, oui, ça serait la plus petite carte du jeu. Mais lorsqu'on joue au nain jaune comme on joue à la comète, on suit une hiérarchie classique, qui est 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est l'As qui est la plus petite lorsqu'on joue à l'ancienne comète, à la manille. Alors ce n'est pas le 7. Mais en l'appelant manille, on fait référence à ce jeu qui était au moment où ce jeu de manille, la manille,
qui sera plus tard appelée comète, a été inventé, c'était une fureur au niveau du jeu de l'ombre. Un jeu très savant. Alors, il peut très bien avoir été conservé. On a utilisé, bon, on aurait été le 7 de carreau, mais on aurait pu utiliser le 7 de cœur. Ou bien, si c'était en noir, on aurait pu utiliser le 2 de pique ou le 2 de trèfle. Ça, c'était mon idée. Eh bien, écoutez, lorsque je lis plus tard, enfin, hein, par rapport au nain jaune, lorsque je lis, je vais vous le trouver, je l'ai déjà cité, hein, je voulais citer, ben voilà, en 1779, je vous ai cité le mélange tiré d'une grande bibliothèque de Voyer d'Argenson. Là où je vous ai dit, hein, il nous parle de la comète, il nous parle de la manille. Et il dit qu'avait s'appelait la manille, justement parce qu'il utilisait comme carte bonne à tout faire, un joker, quoi, qui peut prendre la valeur de n'importe quelle autre carte. C'est ça. Dans le jeu de la manille ou de la comète, hein, eh bien, dans le jeu de cette première manille, on va dire, la plus ancienne, eh bien, il affirme, bon, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, j'en sais rien, mais en 1779, il dit bien ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fait, on l'appelait la manille parce qu'on utilisait soit le 2 de pique ou le 2 de trèfle, comme carte, on va dire, joker pour simplifier, soit le 7 de cœur, 7 de carreau. De cette manière-là. Enfin, on réutilisait les termes du jeu de l'ombre tout en ne conservant pas la hiérarchie. Et c'est pour ça que dans la règle du nain jaune, il a été écrit que c'était la plus petite carte, sauf que ce n'est pas la plus petite carte. Ou alors c'est la plus petite carte du tableau, ça c'est sûr. Voilà. Vous voyez, c'est pas si simple que ça tout ça. Hein. Mais bon, ça peut donner des explications. Donc ça expliquerait pourquoi on a un 7 de carreau. Alors, on dit que c'est la plus petite carte. Alors c'est vrai que c'était la plus petite carte, la manille c'est la plus petite carte normalement. Alors c'est la plus petite carte du tableau, mais c'était la plus petite carte avant hein, du jeu, hein, lorsqu'on jouait au jeu de l'ombre. Et on l'appelait la manille. Ou alors, et que ça a été repris. Ça a été repris, si on suit d'Argenson, ça a été repris par les inventeurs du jeu de la manille. Voilà, la carte a été reprise. Voilà. Bon, alors, la plus petite. Ah, alors si c'est la plus petite, c'est un nain. C'est le nain. C'est plus petit. Mais pourquoi jaune? Ah bon, alors là... il faut voir ce que signifie manille. Alors manille, je vous dis, ça vient d'un jeu espagnol. Et donc, en espagnol, manille, ça n'existe pas. C'est malilia, malilia, M-A-L-I-2-L-A. Malilia, c'est la mala, avec le diminutif ia. Malilia. Autrement dit, c'est la petite mauvaise et la petite méchante. Voilà. Vous voyez? Alors donc on se retrouve avec d'abord un nain, c'est plus petit, et quelque chose qui est mauvais, qui est méchant. Alors on reprend un conte qui était très connu à cette époque, qui datait de la fin du XVIIe siècle, et qui a été écrit par Madame d'Aulnoy, et qui s'appelait le nain jaune. Le nain jaune était extrêmement violent puisqu'il va tuer carrément un couple de fiancés ne pouvant avoir la fiancée. Il va tuer le fiancé et la fiancée va mourir derrière. Donc c'est extrêmement violent comme beaucoup de contes à l'époque. Et alors c'était un nain et puis il était en jaune parce que le jaune c'est la couleur de la jalousie, de la haine, voilà.
c'était ça. Donc, le nain jaune, ça correspond très bien à la Malilia, dans l'esprit. Et puis, on invente un jeu, donc on invente des termes, voilà. Et puis on prend quelque chose qui était connu à l'époque, voilà. On fait pareil aujourd'hui, hein, voilà. Mais le nain jaune a beaucoup été comme ça, puisque après c'était le Lindor, parce que le Lindor ça apparaissait partout, dans les pièces de théâtre, etc., ce prototype de l'amoureux. Mais au 19e siècle, on va placer des personnages, ça va être carrément publicitaire, etc. Ça se prête bien, le nain jaune, à exposer ce que l'on veut. Alors donc voilà, le 7 de carreau pourrait très bien être un vestige de la manille, le jeu de l'ancienne comète, et donc l'appellation nain jaune, c'est lié à la Malilia. Serait lié à la Malilia. Voilà ce que j'ai à dire sur ce qu'on on peut conjecturer sur la création du jeu. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on arrête là? Alors pas vraiment, parce que après on peut se dire autre chose en même temps, en surcouche, parce qu'après tout on n'a pas obligé d'avoir une seule raison de choisir une appellation. On choisit le nain jaune parce que c'est connu, c'est quelque chose de vendeur, on va dire. Et par contre, mais ça peut sous-tendre autre chose. Alors quoi? Eh bien, faut passer au tarot. Alors ça, j'avais déjà parlé dans les commentaires, j'ai dit je veux vous parler de ça. Alors dans le jeu de tarot, les jeux de tarot italiens, il y a la carte spéciale qui est donc non numérotée, qui est il matto, M-A-2-T-O. Le matto, c'est en italien, c'est le fou. C'est le fou. Et donc, Matto, il est représenté, non pas comme un nain, mais comme soit un fou avec les attributs, parfois, avec les attributs, donc avec, comment ça s'appelle? C'est comme un sceptre, mais c'est un autre nom. Une marotte, avec une marotte à la main, parfois, pas toujours, mais toujours quelque chose, un bâton à la main, et puis aussi des fois des grelots, le chapeau, que l'on connaît bien. C'est le matto. Mais le matto, lui, au jeu, il n'a pas vraiment la fonction du 7 de carreau de la manille, hein, ou du nain jaune d'origine. Je dis bien d'origine. On en reviendra après. Ou le 7 de carreau peut prendre, peut servir pour remplacer n'importe quelle autre carte. Alors, pour prendre la place d'un autre, vous voyez, c'est un peu la folie, quoi. Hein, voilà. Il se déplace dans tous les sens, il fait ce qu'il veut. Il ne respecte aucune loi. Eh bien, non, c'est pas. Il a une autre fonction, mais c'est quand même une fonction en fait assez libre aussi. Hein. Donc, il faut voir les règles du tarot. C'est pas tout à fait ma partie, et donc je préfère m'abstenir. Mais, la représentation, c'est pas forcément un fou. Plus souvent, c'est un vagabond. C'est un vagabond, et il est souvent attaqué par un chien derrière qui le mord. Voilà. Et donc un chien. D'ailleurs, ça m'a fait penser au valet de pique, où il y a un chien. Bon, mais sauf que le valet de pique, le chien n'attaque pas le valet de pique, son chien ne l'attaque pas. Là, on voit bien que le chien lui court après. En tout cas, il est poursuivi par le chien. C'est un vagabond. Très bien. Il matto. En 1707, je vous ai déjà parlé d'un jeu qui s'appelle la Basica. B-A-2-Z-I-C-A. Donc c'est un jeu
italien, aussi très ancien. C'est un jeu, c'est une espèce de jeu du 31, mais évolué, très évolué. Et dedans, il y a une carte qui en 1707 était appelée la mata. Autrement dit, c'est le féminin, la folle. C'est la carte est folle. Et dans la mata, ben alors là par contre, la mata, cette carte, elle va pouvoir prendre l'identité de n'importe quelle autre carte. Elle va se substituer comme vous voulez à n'importe quelle autre carte. Là, on rejoint le jeu de l'ancienne manie, ou comète, et du premier nain jaune. Ah, là, ça s'appelle la mata. Et on est en 1707. C'est quoi comme carte? Eh ben, alors comme en Italie il y a des cartes de différents types, il est quand même cité que ça pourrait être aussi bien le 6 de cœur ou le 6 de carreau. Alors on n'est pas sur le 7, on est sur le 6. Mais la règle dit aussi que les joueurs peuvent choisir les cartes qu'ils veulent. Voilà. Alors on peut utiliser les deux, on peut avoir les deux matas dedans, ou bien un seul. Voilà. Plus tard, ça sera le 7 de carreau et le 7 de cœur. Qui apparaîtront dans les règles. Et le mata disparaîtra, l'appellation mata disparaîtra, au profit d'une autre qui est peut-être plus acceptable dans le langage, qui est le comodo ou comodino, c'est-à-dire quelque chose qui est commode, qui facilite les choses. C'est un facilitateur en fait. Voilà. Il n'y a plus de folie, il n'y a plus rien, c'est un facilitateur. Le comodino. Bien, mais là on a parlé de la matin et il faut revenir aussi au tarot et au tarot de Marseille. Alors au tarot de Marseille, on n'appelle pas ça il mato, on appelle ça le folle, le fou. Le fou, donc c'est ça, c'est qui est, voilà, avec ses grelots, voilà. Le fou. Et à partir de 1700, alors là j'invente rien parce que je vous dis, je ne suis pas du tout connaisseur du tarot, encore moins du tarot de Marseille, mais que, bon évidemment je connais le jeu, mais je suis pas, je peux pas inventer les choses, je veux pas, enfin, moi je vais pas faire des recherches qui ont déjà été faites, hein, surtout lorsqu'il y en a de très sérieuses. Bon, moi j'ai eu ça avec Thierry Despolices, donc il connaît parfaitement ce domaine, hein, et bien d'autres d'ailleurs sur les cartes, et qui me semble bien cite qu'à partir de 1700, le folle a été plutôt appelé le mat, M-A-T, vous voyez, mat comme un matou, matin, le mat. Et c'est plus tard qu'on appellera ça, après, au tarot français, l'excuse. Voilà. Bon, vous voyez un peu tout ça, je vous parle, parce qu'en fait, c'est une discussion. Alors voilà, on y est. Donc, on y est. On vient de faire apparaître une carte qui est notamment à la base d'Ika, qui est exactement le même profil que ce fameux nain jaune. Et ça pourrait être une des raisons pour lesquelles, lors de la création de tableaux, notamment celui du Lindor, où on fait apparaître carrément une folie. Et c'est pas un nain, c'est de la folie. C'est la folie. Alors moi j'ai donné une explication, parce qu'on peut raccrocher Lindor à la folie. Et ça, vous revoyez ma vidéo, sur la deuxième vidéo, vous en saurez davantage. Mais, il ne faut pas oublier ce mat, le mat. Hein, le mat, donc le fou, avec les grelots, qui n'est pas un nain d'ailleurs. Eh bien, dans la représentation, on va trouver la possibilité, on va retrouver un fou, jaune, en jaune, qui n'est pas un nain, et qui a tous les attributs, avec la marotte, les grelots, qui dansent, etc. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas obligatoirement une seule raison d'appeler les choses d'une certaine manière.
ça peut être une conjonction de deux choses, une superposition de choses. Donc on peut admettre très facilement, et ça marche très bien, que la folie qui est représentée, puisqu'on appelle la folie, hein, la folie qui est représentée sur les premiers tableaux de Lindor probablement, eh bien c'était bien en référence aussi au maths du tarot de Marseille. Il y a un an de ça, l'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais été contacté par une personne qui s'appelle Virgile Miletto. Virgile Miletto, il était en train d'éditer, il avait déjà fait un an avant, un jeu de cartes physique, qui est un jeu de cartes de l'époque révolutionnaire. Il est spécialisé, on va dire, dans ces périodes de la Révolution. Quelqu'un de très intéressant, et il m'avait demandé, parce que pour joindre ce jeu de cartes, il voulait faire un livret explicatif des cartes de la Révolution, et ensuite rajouter des règles de jeu. On a commencé à voir par rapport à ce que j'ai sur mon site écrit, et puis bon, je lui ai dit que bon, il n'y avait pas de problème pour moi, et pouvait prendre directement les règles, et qui l'intéressaient, et puis les reprendre intégralement dans ce livret. Voilà, dans ce livret. Ce qui a été fait, je reviendrai sur ces cartes. Alors, je ne fais pas de commerce, hein, je ne fais pas de commerce. Si je vous présente quelque chose, c'est quelque chose que je trouve qui vaut la peine d'être connu. Et donc, je le fais connaître. En plus, ça touche quand même à tout le domaine de tout ce qui est oublié et qu'on remet à jour, parce qu'il faut, ça fait partie de notre culture, qu'elle soit ludique ou pas, c'est pareil. Alors, je vous montrerai ce livret, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais là, il y a très peu de temps, Virgile Miletto a produit deux autres jeux. Un jeu sur de cartes de la Révolution, la deuxième Révolution, celle de 1830, la chute de Charles X. Très beau jeu. Et puis aussi un autre sur la Révolution suivante, 1848. Fin donc de la monarchie. Alors c'était plus la monarchie absolue à ce moment-là, c'était Louis-Philippe. Donc, et après, bon, la République ne durera pas longtemps, hein, puisqu'il y aura le coup d'État de Napoléon, qui deviendra Napoléon III, voilà, jusqu'à notre perte de l'Alsace et la Lorraine, et le retour de la République, et les guerres qui s'ensuivent, etc. Des périodes très, très dures, très intéressantes, importantes à connaître, à mon avis, importantes à connaître, la chronologie, qui n'est pas si compliqué que ça, finalement, la chronologie, et comment des faits en entraînent d'autres, des actes en entraînent d'autres. On peut penser que la première révolution française était quelque chose de très positif, bien entendu. Mais elle a abouti sur des choses négatives. Bon. Est-ce que Napoléon était positif ou négatif? Eh bien, c'est comme tout. Une partie positive, une partie négative. Mais la destruction de l'Empire romain germanique nous a amené jusqu'à 39-45.
Alors, on ne refait pas le monde. On ne refait pas le monde. Tout ce qui font des reprises du monde, tous les wokistes, les ceci que là, c'est zéro, ça vaut rien. Ça vaut rien. Les choses étaient ce qu'elles étaient. On peut discuter des choses, mais on ne refait pas le monde. On ne se situe pas nous-mêmes dans cette époque-là parce que ce n'est pas du tout la même chose. Les durées de vie ne sont pas les mêmes, la difficulté de vivre n'est pas la même. C'est tout compliqué. Donc on analyse, on s'intéresse, on constate, on essaie de ne pas reproduire les mauvaises choses et on garde les bonnes. Mais on fait attention aux révolutions, il faut qu'elles soient vraiment utiles. Et pas un jeu, comme on voudrait en faire aujourd'hui, un jeu, on joue à la révolution. Il n'y a pas de révolution, puisque nous sommes dans une démocratie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais nous sommes en démocratie. Et ce n'est pas le cas partout, et ce n'est pas le moment de tout casser. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer vers des améliorations. Vous voyez, là, j'ai débordé du cadre du jeu, parce que je termine avec le nain jaune, et ben voilà, je termine avec le nain jaune, et je vous dis ce que je pense. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je reviens donc à Virginie Miletto, qui me fait parvenir ces deux jeux, et je ferai une vidéo là-dessus. Et dedans, les cartes. Comme ça, des très jolies cartes. Et notamment celle-ci. Il tenait beaucoup, il a raison. Voilà, vous voyez, c'est une carte postale. Et donc, vous voyez, ces cartes, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer. Bon, voilà. C'est le nain d'or. Enfin, c'est la folie. Vous voyez, la fameuse folie dont je vous ai déjà présenté. Et donc, elle l'utilise dans les jeux comme... Il fallait trouver un joker, il a utilisé celui-ci, c'est très bien fait. C'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Et donc, c'est vraiment un joker. Hein. Vous voyez, le 7 de carreau, il est là. Hein. Voilà. Et bien, et dessus, j'ai bien marqué le mat. Alors, comme c'est la Révolution, est marqué le mat au roi. Hein. Le mat au roi, c'est une expression hein, qui existait. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, c'est pour ça que j'en arrive là. C'est que cette folie, on appelle l'Indor. Je vais donner une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ça, c'est pour l'application l'Indor. Et ensuite, le rattachement au mat, mato, la mata, pour la carte, eh bien, elle s'entend très bien. Pas de souci. Et voilà, j'ai terminé. Mais ce que je voulais vous dire et vous répéter, c'est que tout ce que je dis là, ce n'est pas la vérité. Ce sont des conjectures. Mais on essaie de les référencer au mieux. Et si un jour arrivent des références prouvant que le nain jaune vient du nain bébé, eh ben, j'en serais très content. Et je mettrai tout ce que j'ai dit dans un panier. Et puis voilà. Et c'est l'avantage quand même des vidéos, c'est qu'ensuite on peut en faire d'autres, etc. Et même sur mon site, si je fais, j'écris quelque chose sur mon site, bon ben je peux faire des correctifs, ça n'a pas de problème, je marque correction, telle date, etc. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsqu'on écrit les choses dans un livre. On a le courage d'écrire les choses dans un livre, on a raison, c'est très bien. Le problème est que lorsqu'on écrit quelque chose, alors il faut faire des rééditions. Parce qu'on va dire, ah mais oui, mais qu'est-ce qu'il a écrit là? Mais il a écrit des choses qui correspondaient à la connaissance de la personne au moment où il a été écrit. Alors si tout est référencé, il n'y a rien à redire. Là où il y a à redire, c'est s'il n'y a pas de référence. Voilà. Alors voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la manière que j'ai de raisonner. Les jeux de cartes, bon, la Révolution. La Révolution, 1830, je vous ai fait une vidéo qui concerne la Révolution de 1830, chute de Charles X. C'est le Polignac. Je vous envoie donc, et je donne des informations sur le Polignac qui vont au-delà de Polignac, qui est le valet de pique. Vous savez, le valet de pique où il y a... Je crois que c'est celui-là où il y a un chien. Voilà.
Voilà, écoutez, je vais vous dire merci de m'avoir suivi, vous êtes d'accord avec moi ou pas, peu importe. Si vous m'avez suivi, c'est déjà bien. Et je vous dis merci de vous abonner si vous voulez. Bon, pour moi, c'est toujours très bien. Pour le commenter et mettre des pouces vers le haut. C'est toujours sympathique de voir qu'on est suivi et puis de pouvoir comptabiliser des choses. Voilà. Et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.